L'école était fermée. Mais Brian Rusk n'y serait pas allé de toute façon. Il était malade. Pas une maladie physique comme la rougeole, la varicelle, ou même la bonne vieille courante, la plus humiliante et la plus pénible de toutes. Il ne s'agissait pas non plus exactement d'une maladie psychologique. Certes, son esprit jouait un rôle, mais ce n'était en quelque sorte qu'un effet secondaire. La partie malade était située bien plus profond que son esprit, quelque chose d'essentiel en lui que ni l'aiguille ni le microscope ne pouvaient atteindre allait mal. Lui, qui avait toujours été la joie de vivre incarnée, se trouvait plongé dans une mélancolie de plus en plus noire. Les nuages avaient commencé à s'accumuler l'après-midi où il avait maculé de boue les draps de Wilma Jerzik, pour se faire de plus en plus dense lorsque Gaunt était venu le visiter en rêve, habillé du maillot des Dodgers, lui dire qu'il n'avait pas fini de payer pour sa carte de Sandy Koufax. Mais son ciel s'était définitivement bouché ce matin-là lors du petit déjeuner. Son père, déjà habillé de la salopette grise qu'il portait au travail et attablé dans la cuisine, avait le Presse Herald de Portland ouvert devant lui. « Bon Dieu de patriote !» dit-il de derrière sa barricade de papier. « Quand vont-ils enfin avoir un quarterback capable de lancer un ballon ?»« Ne jure pas devant les enfants !» lança Cora depuis la cuisinière. Elle n'avait cependant pas son ton exaspéré et batailleur habituel. Elle paraissait distante, préoccupée. Brian se glissa sur sa chaise et versa le lait sur ses cornflakes. « Hé, Bry !» lui dit Sean joyeusement. « Si on allait en ville aujourd'hui, jouer à des jeux vidéo ?»« Peut-être, » répondit-il. Je crois que... C'est à cet instant qu'il vit la manchette en première page du journal. Affrontement meurtrier entre deux femmes à Castle Rock. Deux femmes s'entretuent sur un coin de rue. Un véritable duel, déclare la police. Il y avait des photos des deux femmes côte à côte. Brian les reconnut toutes les deux. L'une était Nettie Cobb, qui vivait non loin sur Fort Street. Sa mère disait qu'elle était cinglée, mais Brian n'avait jamais rien remarqué de spécial. Il s'était arrêté pour caresser son petit chien pendant qu'elle le promenait une ou deux fois, et elle lui avait fait l'effet d'être comme n'importe qui. L'autre femme était Wilma Jerzik. Il enfonça sa cuillère dans ses céréales, mais n'avala rien. Une fois son père parti au travail, il jeta le mélange détrempé à la poubelle et remonta en catimini dans sa chambre. Il s'attendait aux reproches de sa mère. « Quoi ? Tu jettes de la bonne nourriture comme ça alors qu'il y a des enfants qui meurent de faim en Afrique ?» Comme si l'idée que des gens mourraient de faim devait vous donner de l'appétit. Mais elle n'en fit rien. Elle paraissait perdue dans son univers privé ce matin. Sean était toujours là, en revanche, à lui casser les pieds comme toujours. « Alors qu'est-ce que t'en dis, Brian ? On va en ville ? D'accord, dis. Il dansait presque d'un pied sur l'autre tant il était excité. On pourrait jouer à des jeux vidéo. Et peut-être aller voir le nouveau magasin. Il y a plein de trucs chouettes dans la vitrine. Ne rentre jamais là-dedans !» rugit Brian, si fort que le petit recula, une expression toute déconfite sur le visage. « Et excuse-moi, mais faut pas que t'ailles dans cette boutique, mon vieux. Ça pue. » Sean avait la lèvre inférieure qui tremblait. « Mais Kevin Pelkey a dit... Qui c'est que tu préfères croire ? Cet abruti staré ou ton frère ? C'est un sale magasin, Sean. C'est... » Il dut se mouiller les lèvres pour achever et dire le fond de sa pensée. « C'est mal. »« Mais qu'est-ce qui te prend ?» demanda le petit. Il se rebiffait, mais il y avait des larmes dans sa voix. « T'as pas arrêté d'être méchant toute cette semaine. Et maman qui est toute bizarre. Je me sens pas très bien, c'est tout. »« Ah bon ?» Sean eut l'air de réfléchir, et soudain son visage s'éclaira. « Peut-être que ça te ferait du bien quelques parties de jeux vidéo. On pourrait jouer au raid aérien, ils en ont un. Celui dans lequel on s'assoit et qui te fait pencher dans tous les sens, c'est super chouette. » Brian hésita. Non, il ne pouvait s'imaginer se rendant à l'arcade de jeux vidéo, pas aujourd'hui. Peut-être même jamais. Tous les autres y seraient. C'était un jour à faire la queue devant un jeu comme le raid aérien. Mais il était différent d'eux maintenant. Et il le resterait peut-être toute sa vie. Après tout, il possédait une carte Sandy Koufax de 1956. Il avait tout de même envie de faire plaisir à Sean. Il aurait eu envie de faire plaisir à n'importe qui d'ailleurs, afin de compenser un peu la chose monstrueuse qu'il avait faite à Wilma Jerzik. Il dit donc à Sean qu'il irait peut-être jouer avec lui cet après-midi,
et qu'en attendant, il allait lui donner quelques pièces de 25 cents. Il secoua sa tirelire, une bouteille de coke en plastique. « Bon sang !» s'exclama Sean, l'œil rond. « Il y en a 8, 9, 10 Carter ! C'est que tu es vraiment malade. » »« Ouais, ça doit être ça. Amuse-toi bien, Sean. Et dis rien à maman, elle t'obligera à me les rendre. » »« Elle est dans sa chambre avec des lunettes de soleil, et elle n'arrête pas de gémir. Elle ne sait même plus qu'on existe. » Il se tut un instant avant de reprendre. « Je les déteste, ces lunettes. Elles me fichent les boules. » Il étudia son frère plus attentivement. « T'as pas l'air d'aller très bien, toi non plus, Brian. Je me sens pas très bien. » admit-il sincèrement. « Je crois que je vais m'allonger un peu. Bon, je vais attendre un peu. On verra, tu iras peut-être mieux. Je vais regarder les dessins animés sur Canal 56. Descends si tu te sens mieux. » Il secoua les quarters dans son poing. « D'accord. » dit Brian, avant de refermer doucement la porte. Mais il ne s'était pas senti mieux, et au fur et à mesure qu'avançait la journée, il ne fit que se sentir de plus en plus embrumé, mal. Il pensa à M. Gaunt, il pensa à Sandy Koufax, il pensa à la manchette qui lui avait sauté aux yeux. Affrontement meurtrier entre deux femmes à Castle Rock. Il pensa aux photos, aux deux visages familiers dessinés en petits points d'impression. Il faillit même s'endormir, mais le tourne-disque dans la chambre de ses parents se mit à jouer à ce moment-là. Elle n'avait pratiquement pas arrêté de tout le week-end. Les pensées tourbillonnaient comme des débris au cœur d'un cyclone dans la tête de Brian, entrecoupés de fragments de chansons. Affrontement meurtrier. Tu sais qu'on dit que t'es classe, mais c'est juste un mensonge. C'était un duel. Meurtrière. Nettie Cobb, la femme au chien. Jamais t'attraperas un lapin. Quand on fait affaire avec moi, il y a deux choses qu'il ne faut pas oublier. Affrontement. Wilma Jerzik, la dame au drap. Monsieur Gaunt sait ce qu'il dit. Et t'es pas mon copain. Et le duel n'est pas terminé tant que Monsieur Gaunt n'a pas dit qu'il l'était. Tout cela tournait, dans une confusion de terreur, de culpabilité et d'angoisse, rythmée par les tubes d'Elvis Presley. Vers midi, Brian sentit son estomac se soulever. Il se précipita en chaussettes dans la salle de bain, au fond du couloir, referma la porte et vomit aussi silencieusement qu'il put. Sa mère n'entendit rien. Elle était toujours dans sa chambre à écouter le King lui déclarer qu'il voulait être son nounours. Tandis qu'il revenait lentement dans sa chambre, se sentant plus malheureux que jamais, il fut pris de la conviction que sa carte Sandy Koufax avait disparu. On la lui avait volée la nuit dernière pendant son sommeil. Il était impliqué dans un meurtre à cause d'une carte qu'il ne possédait même plus. Il bondit, faillit glisser sur le tapis de sa chambre et cueillit l'album sur l'étagère du haut de son placard. Il tourna les pages à une telle vitesse qu'il en arracha en partie quelques-unes de leurs anneaux. Mais la carte, se trouvait toujours là. Le visage étroit le regardait toujours sous le plastique. Il se sentit envahi d'une pitoyable sensation de soulagement. Il sortit la carte de son logement, gagna son lit et s'allongea en la tenant toujours à la main. Il ne voyait pas comment il pourrait jamais la lâcher. C'était tout ce qu'il avait gagné à vivre ce cauchemar. La seule chose. Il ne l'aimait plus, mais elle était à lui. S'il avait pu rendre la vie à Nettie Cobb et à Wilma Jerzik en la brûlant, il aurait été immédiatement chercher des allumettes. Du moins le croyait-il. Mais il ne pouvait les ressusciter. Et du coup, la seule idée de perdre sa carte et de se retrouver sans rien du tout avait quelque chose d'insupportable. Il la garda donc à la main, et les yeux au plafond écouta la voix étouffée d'Elvis, qui en était maintenant à cœur de bois. La remarque de Sean n'avait rien d'étonnant. Il était blanc comme de la craie, et ses yeux exorbités avaient une expression sombre et malheureuse. Et son propre cœur lui faisait l'effet d'être en bois, maintenant qu'il y pensait. Une nouvelle idée, soudain, une idée épouvantable, traversa les ténèbres de son esprit avec l'éclat effrayant et véloce d'une comète. On l'avait vu. Il se retrouva sur son séant, regardant le miroir de son placard, de l'effroi dans les yeux. La bonne femme avec sa robe de chambre d'un vert criard, son fichu rouge, son fichu d'un rouge tout aussi criard sur ses bigoudis. Madame Miss Labursky. Qu'est-ce qui se passe là-bas, mon garçon ?
Je sais pas exactement. Je crois que monsieur et madame Jerzik se disputent. Brian sauta du lit et bondit jusqu'à la fenêtre, s'attendant presque à voir la voiture du shérif Pangborn s'engager dans l'allée. Personne. Mais il n'allait pas tarder, parce que, lorsque deux femmes se disputent à mort, il y a enquête. On allait interroger madame Miss Labursky. Elle déclarerait avoir vu un garçon sortir de chez les Jerzik. Un garçon qui était le petit Rusk. Brian, exactement, monsieur le shérif. En bas, le téléphone se mit à sonner. Sa mère ne décrocha pas. Il y avait un deuxième poste dans sa chambre. Elle continua de fredonner en suivant la chanson. C'est finalement Sean qui répondit. Qui est à l'appareil? Calmement, Brian songea. Il me fera avouer. Je pourrais pas mentir, pas à un policier. J'ai même pas pu mentir à madame Leroux à propos du vase cassé sur son bureau. Il me fera avouer et j'irai en prison pour meurtre. Ce fut la première fois qu'il pensa au suicide. Il y pensa d'une manière calme et rationnelle, nullement romantique et excitante. Son père avait un fusil de chasse dans le garage, et l'arme lui paraissait la réponse appropriée, la réponse qui réglerait tout. Brian, téléphone! J'ai pas envie de parler à Stan, Cria-t-il. Dis-lui de me rappeler demain. C'est pas Stan, mais un type, une grande personne. De grandes mains glacées étreignirent son cœur. Ça y était, le shérif Pangborn. Brian, j'ai quelques questions à te poser. Des questions très sérieuses. Si jamais tu n'y réponds pas correctement, il faudra que je vienne te chercher, j'en ai peur. Je viendrai dans ma voiture de patrouille. Ton nom ne va pas tarder à apparaître dans les journaux, Brian. Et ton image à la télé. Tous tes amis te verront. Ton père, ta mère, et ton petit frère aussi. Et en même temps qu'on te verra, le type de la télé dira « Voici Brian Rusk, le garçon qui est complice de l'assassinat de Nettie Cobb et Wilma Jerzik. » C'est qui? Lança-t-il dans l'escalier d'une voix haut perchée qui s'étranglait. Je sais pas. On venait d'arracher Sean à son feuilleton de science-fiction et il était irrité. Je crois qu'il a dit qu'il s'appelait Crowfix ou quelque chose comme ça. Crowfix. Brian restait sur le pas de la porte, le cœur battant à grands coups. Deux taches rouges clownesques brillaient maintenant à ses joues, au milieu de son visage livide. Non, pas Crowfix. Koufax. Sandy Koufax l'appelait au téléphone. Sauf que Brian se doutait bien qui se cachait derrière ce Sandy Koufax-là. Il descendit, les jambes en plomb. Le combiné lui parut peser une tonne. « Bonjour, Brian !» dit M. Gaunt d'une voix douce. « Bonjour !» répondit Brian de sa voix haut perchée et étranglée. « Tu n'as absolument aucune raison de t'inquiéter. Si Madame Miss Labursky t'avait vu lancer les cailloux, elle ne t'aurait pas demandé ce qui se passait, n'est-ce pas ?» Comment le savez-vous? Brian sentait de nouveau l'envie de vomir le gagner. « C'est sans importance. Ce qui compte, c'est que tu as fait exactement ce qu'il fallait faire, Brian. Exactement. Tu as répondu que les Jerzik devaient se disputer. Si la police t'interroge, tu seras simplement celui qui a entendu lancer des cailloux. Tu n'as pas vu qui les lançait, car la personne se trouvait alors derrière la maison. » Brian regarda par l'arche qui donnait sur le coin télévision pour s'assurer que Sean ne l'espionnait pas. Mais le garçonnet était assis en tailleur face à la télé, un sachet de pop-corn entre les jambes. « Je peux pas mentir, » murmura-t-il dans le téléphone. « Je fais toujours prendre quand je mens. »« Pas cette fois, Brian. Cette fois, tu vas t'en sortir comme un champion. » Et ce qu'il y avait de plus horrible était que Brian pensait qu'encore une fois, M. Gaunt savait ce qu'il disait. Tandis que l'aîné pensait au suicide, puis marchandait d'un ton étouffé et désespéré avec le Lord Gaunt, Cora Rusk dansait sans bruit dans sa chambre, en blouse de travail. Sauf qu'elle n'était pas dans sa chambre. Lorsqu'elle mettait les lunettes de soleil que M. Gaunt lui avait vendues, elle se retrouvait chez le King, à Graceland. Elle traversait en dansant les pièces fabuleuses à l'odeur de désinfectants et de frites. Des pièces dans lesquelles les seuls bruits étaient le ronronnement tranquille de l'air conditionné,
Seules quelques fenêtres ouvraient à Graceland, les autres étaient fermées et condamnées. Le glissement de ses chaussures sur les tapis moelleux et la voix d'Elvis chantant « Mon rêve réalisé » de son timbre mystérieux et suppliant. Elle dansait entre les énormes chandeliers en cristal de France de la salle à manger. Elle dansait devant les pans des vitraux. Elle laissait glisser une main sur les riches draperies en velours bleu. Le mobilier était de style provincial français, les murs rouge sang. La scène se transforma comme dans un long fendu enchaîné de cinéma, et Cora se retrouva dans le boudoir du sous-sol. Il y avait des têtes d'animaux naturalisées sur un mur, des colonnes de disques d'or encadrées sur un autre, des écrans de télé éteints sur un troisième. Derrière le bar, long et incurvé, les étagères débordaient de gâteaux rades, parfumés à l'orange, au citron vert, au citron. Le changement automatique de disque cliqueta sur le vieux tourne-disque portable orné d'une photo du King. Un nouveau 45 tours tomba. Elvis commença à chanter Blue Hawaii, et Cora passa en roulant des hanches dans la jungle, pièce meublée de tiki, d'un canapé aux appuis sculptés de gargouilles et d'un miroir encadré d'une dentelle de plumes de faisan arrachée aux oiseaux vivants. Elle dansa. Avec les lunettes achetées au bazar des rêves lui dissimulant les yeux, elle dansa. Elle dansait encore lorsque son fils revint à pas de loup, s'allonger sur son lit, regardant le visage étroit de Sandy Koufax, tout à ses fantasmes d'alibi et de fusil de chasse. Le lycée de Castle Rock était amossé d'empilements de briques rouges, situé entre la poste et la bibliothèque, témoin d'une époque où les élus de la ville estimaient qu'une école devait ressembler à une maison de correction. Celle-ci datait de 1926 et correspondait admirablement à cette conception. Chaque année se posait la question de plus en plus pressante de la construction de nouveaux bâtiments scolaires, de bâtiments qui auraient de véritables fenêtres et non des meurtrières, une vraie cour de récréation et non un promenoir pour condamner à mort, et des classes où on ne gèlerait pas en hiver. La salle de cours de Sally Radcliffe au sous-sol était une improvisation plus tardive, coincée entre la chaufferie et le magasin des fournitures, avec ses piles de papier hygiénique, ses craies, ses manuels et ses tonneaux de sciure de bois rouge et odorantes. Entre le bureau du professeur et les 6 réservés aux élèves, c'est à peine si l'on pouvait s'y déplacer, ce qui n'avait pas empêché Sally d'essayer de rendre la pièce aussi attrayante que possible. Elle savait que tous les enfants, les bègues, les ésailleurs, les dyslexiques, qui avaient beaucoup de ces séances d'orthophonie, trouvaient l'expérience pénible et effrayante. Les autres élèves les taquinaient, et leurs parents les harcelaient de questions. Inutile, pour couronner le tout, de les faire travailler dans une classe vainement sinistre. 2 mobiles pendaient, accrochés aux tuyaux poussiéreux qui couraient le long du plafond. Des photos de vedettes de télé ou de rock ornaient les murs, et sur un poster le chat Garfield proclamait « Si un matou comme moi peut parler ce charabia, vous le pouvez aussi ». Elle avait accumulé un retard déprimant dans ses dossiers, alors que les cours n'avaient repris que depuis 5 semaines. À 13h15, en dépit de ses bonnes intentions de passer la journée à les mettre à jour, elle les fourra de nouveau sous clé dans leur classeur. Elle prit pour prétexte qu'il faisait trop beau pour rester enfermée dans ce sous-sol, même si, pour une fois, on n'entendait pas gronder la chaudière. Mais elle ne s'avouait pas toute la vérité, à vrai dire. Elle avait des plans très précis pour son après-midi. Elle n'avait qu'une envie, retourner chez elle, s'asseoir dans le fauteuil placé à côté de la fenêtre, la lumière du soleil lui inondant les genoux, et méditer sur le fabuleux éclat de bois qu'elle avait acheté au bazar des rêves. Elle était de plus en plus convaincue qu'il s'agissait d'un objet miraculeux authentique, l'un des divins trésors éparpillés par Dieu sur la terre, afin qu'ils fussent trouvés par les vrais croyants. On avait l'impression, en le tenant, de se rafraîchir la main dans un seau d'eau de puits, par une chaude journée d'été, de se nourrir alors qu'on était affamé. Le tenir, c'était l'extase. Quelque chose aussi la titillait. Elle avait glissé l'éclat de bois dans le tiroir du bas de sa commode, dissimulé par ses sous-vêtements, et soigneusement fermé la porte à clé en partant. Et cependant, elle ne pouvait se défaire de l'horrible impression que quelqu'un avait pu pénétrer chez elle par effraction et voler la relique, la sainte relique, l'éclat de bois. Elle se rendait compte que c'était absurde. Quel cambrioleur aurait l'idée d'emporter un vieux morceau de bois tout gris, en admettant qu'il l'eût trouvé? Mais si jamais il le touchait? Si ces bruits et ces images lui emplissaient la tête,
comme il lui emplissait la sienne chaque fois qu'elle serrait l'éclat dans son petit poing. Eh bien... Sally allait donc retourner chez elle. Elle se changerait, mettrait un short et un t-shirt sans manches, et passerait une bonne heure dans une calme exaltation. Méditation. Sous ses pieds, le plancher se transformerait en pont de bateau, animé par le roulis et le tangage. Les animaux beugleraient, feuleraient, grogneraient. Elle sentirait la lumière d'un soleil différent, et elle attendrait l'instant magique. Elle était sûre qu'il arriverait si elle tenait l'éclat de bois suffisamment longtemps, si elle demeurait très, très calme, si elle priait très, très fort, où la proue de l'énorme et pesant bateau viendrait se poser sur le sommet de la montagne, avec un bruit sourd de raclement. Elle ignorait pour quelle raison Dieu avait cru bon de la bénir, elle entre tous les fidèles du monde, en lui accordant ce miracle éclatant. Mais puisqu'il l'avait fait, elle avait l'intention de le vivre aussi pleinement et complètement que possible. La jeune femme, grande, mince, jolie, avec ses cheveux blonds foncés, ses longues jambes, traversa le terrain de jeu pour gagner le parking de la faculté. Ses longues jambes faisaient d'ailleurs l'objet de discussions animées chez le coiffeur quand elle passait, en chaussures à talons presque plats, tenant en général son sac d'une main et sa Bible bourrée de tracts de l'autre. « Bon Dieu de Dieu !» s'exclama une fois Bobby Dugas. « Voilà une fille qui a des jambes qui lui vont jusqu'au menton. »« Inutile de t'exciter, mon vieux, » lui avait répondu Charlie Fortin. « Tu les sentiras jamais s'enrouler autour de tes fesses. Elle appartient à Jésus et à Lester Pratt, dans cet ordre. » Tout le salon de coiffure avait explosé en rire viril lorsque Charlie avait sorti celle-là, une sacrée bonne vanne. Dehors, Sally avait poursuivi son chemin. Elle allait à la séance de catéchisme pour adultes du jeudi soir du révérend Rose, inconsciente de ce qu'on disait d'elle, drapée dans son innocence joyeuse et sa vertu. Personne ne se serait avisé de faire des plaisanteries sur les jambes de Sally, ou de toute autre partie de son anatomie, si Lester Pratt s'était trouvé au clip joint. Il y venait d'ailleurs régulièrement, toutes les 3 semaines, faire retailler les poils rigides de sa brosse. Pour tous ceux qui s'intéressaient aux ragots en ville, Lester croyait, c'était évident, que Sally lâchait des pets parfumés à la rose et chiait des pétunias. Et on ne tenait pas ce genre de propos devant un type baraqué comme lui. C'était un garçon absolument charmant par ailleurs, mais Dieu et Sally Radcliffe étaient 2 sujets sur lesquels il ne plaisantait pas. Un gaillard comme lui était capable de vous arracher bras et jambes et de vous mettre les uns à la place des autres en un tournement, si ça lui chantait. Ils avaient parfois des séances torrides, Sally et lui, mais jamais ils n'avaient été jusqu'au bout. D'ordinaire, Lester retournait chez lui dans un état indescriptible, la tête explosant de joie et les couilles explosant de sperme comprimé, rêvant du jour plus très lointain où il ne serait pas obligé de s'arrêter. Il se demandait s'il n'allait pas la noyer la première fois qu'il le ferait. Sally attendait aussi avec impatience le jour de son mariage et la fin de ses frustrations sexuelles, quoique, depuis quelques jours, les étreintes de Lester lui eussent paru moins importantes. Elle avait envisagé de lui parler de l'éclat de bois de Terre Sainte qu'elle avait acheté au bazar des rêves. L'éclat de bois miraculeux. Pour décider, en fin de compte, de ne rien dire. Elle lui en parlerait un jour, bien sûr. On doit partager de tels miracles. C'était certainement un péché que de ne pas le faire. Mais elle avait été surprise, et un peu honteuse, du sentiment de possessivité jalouse qui s'était emparé d'elle chaque fois qu'elle avait pensé à montrer l'objet à Lester ou à lui demander de le tenir. « Non !» avait crié une voix enfantine et coléreuse, la première fois. « Non, il est à moi ! Il ne signifierait pas pour lui ce qu'il signifie pour moi, c'est impossible !» Le jour viendrait où elle le partagerait avec lui, comme viendrait le jour où il ne serait plus qu'une chair. Mais le moment n'était venu ni pour l'une ni pour l'autre chose. Cette chaude journée d'octobre était tout à elle, et rien qu'à elle. Il n'y avait que quelques voitures dans le parking, et la Mustang de Lester faisait partie des plus récentes et des plus belles. Elle avait eu des tas de problèmes avec sa propre auto, quelque chose qui n'arrêtait pas de se bloquer dans la transmission. Mais ce n'était pas vraiment le problème. Lorsqu'elle avait appelé Lester, le matin, pour lui demander de lui prêter la Mustang, qu'elle lui avait rendue la veille après l'avoir gardée 6 jours, il avait aussitôt accepté de la conduire. Il reviendrait en joguant, avait-il répondu. Après quoi il irait faire une partie de football avec les garces. Elle se doutait qu'il lui aurait proposé le véhicule, même s'il en avait eu besoin. Et elle trouvait ça très bien. Mais elle se rendait compte, mais d'une manière vague et intuitive plus que consciente, que Lester était prête à sauter dans des cercles de feu si elle le lui demandait, et qu'elle acceptait avec complaisance de vivre dans une chaîne d'adoration. Lester l'adorait,
Tous deux adoraient Dieu, le monde n'avait pas de fin. Amen. Elle se glissa au volant de la Mustang et vit, lorsqu'elle voulut poser son sac à main sur la console, quelque chose qui passait sous le siège du passager. On aurait dit une enveloppe. Elle se pencha et la ramassa. Trouvant curieux que Lester, d'ordinaire si méticuleux pour sa voiture comme il l'était pour sa personne, eût laissé traîner quelque chose. Il n'y avait qu'un mot sur l'enveloppe, mais il fit un sale effet à la jeune fille. « Mon chou », écrit d'une main légère et coulante, une main féminine. Elle retourna l'enveloppe, il n'y avait rien d'écrit au dos, et on l'avait scellé. « Mon chou ?» se demanda Sally dubitative. Elle se rendit soudain compte que les vitres étaient levées et qu'elle transpirait abondamment. Elle lança le moteur, baissa la vitre de son côté et se pencha pour en faire autant avec celle du passager. Elle eut l'impression de sentir une légère odeur de parfum. Un parfum qui n'était pas le sien, puisqu'elle n'en portait pas, de même qu'elle n'avait aucun maquillage. Sa religion lui avait appris que tels étaient les artifices des femmes de mauvaise vie. Cela dit, elle n'en avait guère besoin. Mais non, ce n'était pas du parfum, simplement les dernières fleurs de chèvrefeuille qui poussaient sur le grillage du terrain de jeu. « Mon chou ?» s'interrogea-t-elle à nouveau en regardant l'enveloppe. Elle passa les doigts dessus, puis la plia en deux. Il y avait un morceau de papier dedans, au moins un, mais aussi autre chose de plus rigide. Une photo peut-être. Elle plaça l'enveloppe à contre-jour devant le pare-brise sans résultat. La lumière ne venait pas vers elle. Elle hésita un instant, descendit de voiture et tint l'enveloppe face au soleil. Elle ne distingua qu'un premier rectangle, sans doute la lettre, qui en contenait un deuxième plus petit, sans doute la photo. La photo de mon chou, ou de celle qui avait envoyé la lettre. Si ce n'est évidemment qu'elle n'avait pas été envoyée. En tout cas, pas par la poste. Il n'y avait ni timbre ni adresse. Seulement ce mot troublant. Elle n'avait pas non plus été ouverte, ce qui signifiait... Quoi ? Que quelqu'un l'avait glissée dans la Mustang de Lester pendant que Sally épluchait ses dossiers ? Possible. Cela pouvait aussi vouloir dire que quelqu'un l'avait placée là pendant la nuit, ou même la veille, et que Lester ne l'avait pas vue. Après tout, elle dépassait à peine lorsque Sally l'avait vue, et elle s'était peut-être déplacée pendant que Sally avait roulé ce matin. « Hé, Miss Radcliffe !» lança une voix. Sally baissa promptement la main et dissimula la lettre dans les plis de sa robe. Son cœur battait sous l'effet de la culpabilité. Ce n'était que le petit Billy Marchand, qui traversait le terrain de jeu, sa planche à roulettes sous le bras. Sally lui fit bonjour de la main et monta rapidement dans la voiture. Elle avait chaud aux joues, elle rougissait. C'était idiot, non, ridicule. Mais elle se comportait presque comme si Billy l'avait surprise à faire quelque chose qu'elle n'aurait pas dû. « Au fait, n'était-ce pas le cas ? N'essayais-tu pas de deviner ce qu'il y avait dans une lettre qui ne t'était pas destinée ?» Elle éprouva la première piqûre de jalousie à ce moment-là. Mais la lettre était peut-être pour elle. À Castle Rock, des tas de gens l'avaient vue au volant de la Mustang, au cours des semaines passées. Et même si la lettre ne lui était pas destinée, Lester Pratt, lui, l'était. Ne venait-elle pas justement de se dire, non sans quelque satisfaction, qu'il aurait sauté dans des cercles de feu pour elle ? Mon chou. Non, personne n'avait mis cette lettre ici pour elle. Elle en était sûre. Aucune de ses amies ne l'appelait mon chou, ma chérie, ou d'un nom de ce genre. On l'avait déposée pour Lester, et... L'explication lui vint brusquement à l'esprit, et elle se laissa retomber contre le siège baquet de tissu bleu, avec un petit soupir de soulagement. Lester n'enseignait l'éducation physique qu'aux garçons du lycée, bien entendu, mais les jeunes filles impressionnables, le croisaient tous les jours. Et Lester était jeune et bel homme. Une collégienne qui a le béguin pour lui a dû glisser cette lettre dans la voiture, c'est tout. Elle n'a même pas osé la poser sur le tableau de bord où il l'aurait vue tout de suite. Ça lui serait égal que je l'ouvre, dit-elle à voix haute, en déchirant proprement une extrémité qu'elle déposa dans le cendrier qu'aucune cigarette n'était jamais venue salir. On va bien rire ce soir.
Elle renversa l'enveloppe et un cliché lui tomba dans les mains. Son cœur s'arrêta un instant de battre lorsqu'elle le vit. Puis, elle eut un hoquet étranglé. Ses joues s'empourprèrent et elle porta la main à ses lèvres. Sa bouche formait un O de désarroi et de surprise. Sally n'avait jamais mis les pieds au Mellow Tiger, mais elle n'était pas totalement innocente. Elle avait suffisamment vu de films avec des scènes de bar pour en reconnaître immédiatement un. On voyait un homme et une femme attablés dans ce qui paraissait être le coin, un coin confortablement discret, lui souffla son esprit, d'une grande salle. 2 bières étaient posées devant eux. Les autres tables autour du couple étaient occupées. On distinguait au fond une piste de danse. Le couple s'embrassait. La femme portait un bustier étincelant de paillettes qui lui laissait l'abdomen dégagé et une mini-jupe en lin blanc apparemment. Une mini-jupe très mini. L'une des mains de l'homme la tenait familièrement par la taille, mais l'autre était sous la jupe, si haut qu'elle ne semblait pas pouvoir aller plus loin. On devinait un bout de la petite culotte de la femme. « La sale petite garce !» pensa-t-elle déconfite. L'homme tournait le dos à l'objectif. On ne distinguait de son visage qu'une oreille et la mâchoire. On voyait cependant qu'il était très musclé et que ses cheveux noirs étaient coupés en brosse ultra courte. Il portait un t-shirt bleu, de ceux qui soulignent la musculature, et un pantalon de survêt bleu à bandes blanches sur le côté. Lester. Lester en train d'explorer la topographie intime de cette sale petite garce. « Non !» hurla son esprit pris de panique. « Ça ne peut pas être lui ! Lester ne met jamais les pieds dans les bars. Il ne boit même pas. Et il n'embrasserait jamais une autre femme parce qu'il m'aime. Je le sais parce qu'il me l'a dit. » Son timbre de voix, débordant de tristesse, la fit elle-même sursauter. Elle avait envie de froisser la photo et de la jeter, mais il n'en était pas question. Quelqu'un pouvait la trouver. Et qu'est-ce que cette personne en penserait? Elle se pencha de nouveau sur le cliché, l'étudiant d'un œil avide et jaloux. Le visage de l'homme dissimulait l'essentiel de celui de la femme, mais Sally distinguait tout de même l'arc d'un sourcil, le coin d'un œil, la moitié d'une joue et la courbe de la mâchoire. Plus important, la coupe et la couleur des cheveux étaient bien visibles. Une coupe en boucles folles, dont certaines retombaient sur le front, une couleur sombre. Jody Libby avait une chevelure semblable. Une coupe semblable, avec une frange de boucles folles lui retombant sur le front. « Tu te trompes. Non, pire encore, tu es cinglé. » Lester a rompu avec elle lorsqu'elle a quitté l'église. Ensuite, elle est partie, à Portland ou à Boston. Sally ne se souvenait plus exactement. Il s'agit de la mauvaise plaisanterie d'un esprit tordu et malsain. Tu sais bien que j'aimais Lester. Mais le savait-elle vraiment? Toute son ancienne autosatisfaction lui revint à l'esprit, comme pour se moquer d'elle, et une voix qu'elle n'avait jamais entendue parla soudain, du plus profond d'elle-même. La confiance de l'innocent est le meilleur atout du menteur. Ce n'était pas forcément Lester, ce n'était pas forcément Jody. Après tout, il n'est pas si facile de reconnaître les gens quand ils s'embrassent à pleine bouche. On ne peut même pas les distinguer dans un film que l'on prend en cours de route, y compris si ce sont des vedettes connues. Il faut attendre qu'ils arrêtent et regardent de nouveau vers la caméra. « Mais ce n'est pas un film !» rétorqua la voix. « C'est dans la réalité que ça se passe. Et s'il ne s'agit pas d'eux, pour quelle raison avoir déposé l'enveloppe dans la voiture ?» Elle examina la main droite de la jeune femme, posée, légère, sur le cou de Lester, son petit ami. Elle portait les ongles longs et taillés en amande, recouverts d'un vernis sombre. Jody Libby avait des ongles semblables. Sally se souvint qu'elle n'avait pas été surprise de voir Jody cesser de fréquenter l'église. « Quand on porte des ongles aussi longs, s'était-elle dit, c'est qu'on pense à autre chose qu'au Seigneur des armées. Bon, très bien, c'est Jody. Cela ne signifie pas forcément que l'homme soit Lester. Il pourrait s'agir justement d'une basse vengeance, puisque Lester l'a laissé tomber lorsqu'il s'est aperçu qu'elle était aussi chrétienne que Judas Iscariote. Après tout, des tas de types ont les cheveux coupés en brosse, et n'importe qui peut enfiler un t-shirt bleu et un pantalon de survêt bleu à bandes blanches. Puis les yeux de Sally tombèrent sur quelque chose d'autre,
et son cœur devint soudain aussi lourd que s'il s'était rempli de plomb. L'homme portait une montre bracelet à cadran numérique qu'elle reconnut sans peine. Même si elle était un peu floue sur le cliché, ne l'avait-elle pas offerte elle-même à Lester pour son anniversaire le mois dernier? Il pourrait s'agir d'une coïncidence, se défendit-elle faiblement. C'est juste une Seiko, tout ce que je pouvais me permettre. N'importe qui peut avoir une telle montre. Mais la nouvelle voix éclata d'un rire sardonique désespérant. Tu blagues ou quoi? Car il y avait plus. Elle ne pouvait voir la main qui disparaissait sous la jupe. Dieu soit loué. Mais le bras en revanche était bien visible, et il avait 2 gros grains de beauté sur ce bras, juste au-dessous du coude. Il se touchait presque en dessinant une sorte de 8. Combien de fois avait-elle passé un doigt amoureux sur ces 2 grains de beauté, pendant qu'ils étaient sur la balancelle sous le porche? Combien de fois les avait-elle embrassés, tandis qu'il lui caressait les seins, solidement blindés par un soutien-gorge J.C. Penney, expressément choisi pour ce genre de joute amoureuse. Et, haletant, chuchotait à son oreille promesses et serments d'amour éternel. Bon, d'accord, c'était Lester. On pouvait mettre ou enlever une montre, pas des grains de beauté. Un fragment de chanson lui vint à l'esprit. Mauvaise fille. Bad girls. Sale garce! Sale garce! Sale garce! Siffla-t-elle avec quelque chose de méchant dans la voix. Comment avait-il pu retourner vers elle? Comment? Peut-être parce qu'elle lui laissait faire ce qu'il voulait, susurra la voix. Sa poitrine se souleva violemment. Elle aspira entre ses dents, furieuse et malheureuse. Mais ils sont dans un bar! Jamais Lester! Elle se rendit compte que la question était tout à fait secondaire. Si Lester voyait Jody, s'il était capable de mentir là-dessus, mentir à propos d'une bière ou 2 était sans importance, non? Elle posa la photo et d'une main tremblante tira de l'enveloppe la note qui l'accompagnait. C'était une feuille de papier à lettres couleur pêche à bordure, d'où émanait une odeur légère, douce et un peu poussiéreuse. Elle la porta à ses narines et inhala. « Sale garce !» s'écria-t-elle d'une voix étranglée et pleine d'angoisse. Si Jody Libby était apparue à cet instant-là, Sally se serait jetée sur elle, toute griffe dehors. Même si les siennes étaient nettement plus courtes, elle aurait bien voulu qu'elle fût là. Et Lester aussi. Il resterait un long moment sans pouvoir jouer au football lorsqu'elle en aurait terminé avec lui. Un sacré bon moment. Elle déplia la lettre. Elle était brève et rédigée dans les caractères scolaires arrondis de la méthode Palmer. « Laisse, mon chéri. C'est Félicia qui a pris cette photo au Tiger l'autre soir. Elle a dit qu'elle aurait dû s'en servir pour nous faire chanter, mais elle ne faisait que blaguer. Elle me l'a donnée, et je te la donne à mon tour en souvenir de notre grande nuit. C'était terriblement cochon de ta part de passer comme ça ta main sous ma jupe en public. Mais ça m'a mise dans un état. Et tu es si fort. Plus je regarde cette photo, plus je me sens toute chose. Si tu regardes bien, tu verras ma petite culotte. Heureusement que Félicia n'était pas là quand je n'en portais même plus. On se voit bientôt. En attendant, garde cette photo en souvenir de moi. Je penserai à toi et à ton gros machin. Il vaut mieux que je m'arrête avant de trop m'exciter. Sans quoi il va falloir que je fasse des cochonneries. Et je t'en prie, arrête de t'en faire à propos de qui tu sais. Elle est trop occupée à se mettre bien avec Jésus pour nous soupçonner. Ta Jody. Sally resta presque une demi-heure derrière le volant de la Mustang, lisant et relisant ce mot, bouillonnant de colère, de jalousie et de chagrin. Ses pensées et ses sensations étaient aussi traversées d'excitation sexuelle, mais c'était quelque chose qu'elle n'aurait jamais reconnu devant quiconque, et devant elle moins que personne. Cette espèce de salope est tellement stupide qu'elle ne sait même pas comment on écrit trop. Ses yeux revenaient sans cesse sur les phrases soulignées comme pour s'en repaître. Notre grande nuit.
terriblement cochon, si fort, toute chose, ton gros machin. Mais la phrase qui lui faisait l'effet la plus terrible, la phrase qui alimentait le plus sûrement sa rage, était celle qui blasphémait le rituel de la communion. Garde cette photo en souvenir de moi. Des souvenirs incontrôlables l'envahirent, les lèvres de Lester se refermant sur l'un des seins de Jody, tandis qu'elle roucoulait « Prends, bois ceci en souvenir de moi !» Lester agenouillé entre les jambes écartées de Jody, tandis qu'elle lui disait « Prends et mange ceci en souvenir de moi !» Elle froissa la feuille de papier et la jeta sur le sol de la voiture. Elle se tenait toute droite, respirant fort, les cheveux emmêlés en mèches collées par la transpiration. Elle n'avait cessé d'y passer la main pendant qu'elle lisait et relisait la lettre. Puis elle se baissa, ramassa le mot, le défroissa et le remit dans l'enveloppe avec la photo. Ses mains tremblaient tellement qu'elle dut s'y reprendre à 3 fois. Lorsqu'elle y parvint, ce fut en déchirant à moitié l'enveloppe. « Sale garce !» cria-t-elle encore une fois, avant d'éclater en sanglots. Ses larmes étaient brûlantes et la piquaient comme de l'acide. « Salope ! Et toi, menteur, ignoble menteur !» Elle enfonça violemment la clé de contact dans son logement. La Mustang s'éveilla avec un rugissement qui reflétait sa colère. Elle enclencha le levier sur D et quitta le parking dans un nuage de fumée bleue, accompagné d'un hurlement de pneus martyrisés. Billy Marchand, qui s'entraînait à faire des figures de planche à roulettes sur le terrain de jeu, leva les yeux, étonné. Elle était dans sa chambre, un quart d'heure plus tard, fouillant parmi ses sous-vêtements à la recherche de l'éclat de bois qu'elle ne retrouvait pas. Sa fureur contre Jody et son salopard de menteur était éclipsée par une forme de terreur incoercible. Et s'il avait disparu? Si on le lui avait volé? Elle se rendit soudain compte qu'elle tenait encore le message à la main gauche et qu'il gênait ses recherches. Elle jeta l'enveloppe, qui fut bientôt suivie par sa délicate lingerie de coton, qu'elle balançait à poignées dans tous les sens. À l'instant même où elle allait se mettre à hurler sous l'effet combiné de la panique, de la rage et de la frustration, elle aperçut le morceau de bois. Elle avait tiré le tiroir avec tellement de violence qu'il avait été projeté tout au fond du coin gauche. Elle s'en empara et se sentit aussitôt envahie par un sentiment de paix et de sérénité. Elle prit l'enveloppe dans son autre main et leva les deux côte à côte. Elle avait devant les yeux le bien et le mal, le sacré et le profane, l'alpha et l'oméga. Elle mit l'enveloppe dans le tiroir et la recouvrit de sa lingerie, qu'elle empila n'importe comment. La jeune femme s'assit, croisa les jambes et s'inclina contre l'éclat de bois. Elle ferma les yeux et s'attendit à sentir le sol se mettre à osciller doucement sous elle, à sentir la paix descendre sur elle, tandis que retentissaient les voix des animaux, ces pauvres bêtes innocentes, épargnées en une époque de perversité par la grâce de Dieu. Au lieu de cela, ce fut la voix de l'homme qui lui avait vendu l'objet qui lui parvint. « Tu devrais t'occuper sérieusement de régler cette affaire, Sally, » dit M. Gaunt du plus profond de la relique. « Tu devrais vraiment t'occuper de régler cette sale affaire. » « Oui, » répondit Sally Radcliffe. « Oui, je sais. » Elle passa tout l'après-midi dans la chaleur de sa chambre de jeune fille, à réfléchir et à rêver dans le cercle sombre dont l'éclat de bois l'entourait, cercle sombre qui rappelait le capuchon d'un cobra. Pendant que Sally Radcliffe méditait au fond des ténèbres où elle venait d'être précipitée, Polly Chalmers, assise à sa machine à coudre dans un éclatant rayon de soleil, elle avait ouvert la fenêtre, profitant de cette température exceptionnelle, fredonnait « Ico, Ico » de son agréable voix d'alto. Rosalie Drake s'approcha d'elle et remarqua « Je connais quelqu'un qui sent mieux aujourd'hui, beaucoup mieux même. » Polly leva les yeux et lui adressa un sourire étrangement ambigu.
Oui et non. Quel hypocrite! Polly réfléchit un instant et acquiesça. Ce n'était pas tout à fait cela, mais autant se contenter de cette explication. Les 2 femmes mortes hier étaient de nouveau réunies, au salon funéraire Samuels. Les funérailles seraient célébrées le lendemain dans 2 églises différentes, mais les dépouilles mortelles de Nettie et de Wilma se retrouveraient ensuite voisines pour l'éternité, au cimetière Homeland. Polly se sentait en partie responsable de cette double disparition. Après tout, Nettie ne serait jamais venue à Castle Rock sans son intervention. Elle avait écrit les lettres, assisté aux différents entretiens et avait même trouvé un foyer pour sa femme de ménage. Et pourquoi s'était-elle tant démenée au juste? Elle ne s'en souvenait plus très bien, sinon qu'elle avait vu là un acte de charité chrétienne rendu nécessaire par une vieille amitié familiale. Pas question de chercher à nier ses responsabilités, ni de laisser quiconque la persuader qu'elle n'en avait pas. Alan avait intérêt à se tenir à carreau. Ce qu'il y avait au cœur de la démence de Nettie, personne n'aurait pu l'altérer ou le contrôler, pas plus Polly qu'un autre. La pauvre femme avait cependant passé 3 années heureuses et riches à Castle Rock. Et peut-être 3 années de bonheur valaient-elles mieux que des décennies grises passées à se morfondre dans l'institution, avant qu'elle ne soit rattrapée par la vieillesse et ne périsse d'ennui. Et si, par son action, Polly avait signé le certificat de mort de Wilma Jersick, cette dernière n'en avait-elle pas contresigné toutes les clauses particulières? C'était Wilma et non Polly qui avait frappé à mort le petit chien chéri de Nettie, avec un tire-bouchon. Et puis elle éprouvait tout simplement du chagrin, comme on en ressent à la mort d'une amie. Mais quelque chose en elle s'étonnait tout de même que Nettie ait pu agir ainsi, au moment même où elle paraissait aller mieux. Polly avait passé une bonne partie de la matinée à prendre les dispositions pour les funérailles, et à appeler les rares parents de son ancienne femme de ménage. Aucun n'avait l'intention de se déplacer, comme elle s'y était attendue, et ces tâches l'avaient aidé à mettre son chagrin en perspective. Ce qui est très certainement l'objectif des rituels de funérailles. Il y avait certains détails, cependant, qui ne cessaient de la tracasser. Il y avait les lasagnes, par exemple. Elles se trouvaient toujours dans le réfrigérateur, protégées par du papier d'aluminium. Sans doute les partagerait-elle avec Alan ce soir, si celui-ci pouvait se libérer. Impossible de les manger toute seule. Elle n'en supportait pas l'idée. Elle évoquait aussi la rapidité avec laquelle Nettie s'était rendu compte qu'elle souffrait. La précision de son estimation, la manière dont elle lui avait apporté les gants thermiques, et dont elle avait dit que cette fois, il lui ferait peut-être du bien. Et bien sûr, la dernière chose que Nettie lui avait dite. « Je vous aime beaucoup, Polly. »« La terre à Polly, vous m'entendez » chantonna Rosalie. Les 2 femmes avaient parlé de Nettie évoquant cet épisode et d'autres souvenirs, et elles avaient pleuré dans les bras l'une de l'autre, au milieu des coupons du tissu du débarras. Rosalie paraissait avoir retrouvé sa joie de vivre, peut-être parce qu'elle venait d'entendre Polly chanter, ou peut-être parce que tout cela ne leur faisait pas l'effet d'être réel, songea Polly. Une ombre planait là-dessus, une ombre peu épaisse, mais juste assez pour rendre les choses difficiles à distinguer. C'est ce qui rend notre chagrin si fragile. « Je vous entends, répondit Polly. « Oui, je me sens mieux. Je ne peux rien y faire, et j'en suis pleine de reconnaissance. Est-ce que cela suffit comme explication ?»« À peu près. Je ne sais pas ce qui m'a surprise le plus en revenant. De vous entendre chanter ou de vous voir à la machine à coudre. Montrez-moi vos mains. » Certes, elles n'auraient pas remporté un prix de beauté avec leurs doigts tordus, leur nodosité de Heberden, leurs articulations épaissies et grotesques. Mais Rosalie vit qu'elles étaient spectaculairement moins enflées que vendredi dernier, jour où sa patronne avait dû partir plus tôt tant elle souffrait. « Ouh là là! Est-ce qu'elles vous font mal ?»« Bien sûr, mais cela fait au moins 1 mois que je ne me suis pas sentie aussi bien. Regardez. » Elle replia les doigts avec précaution, puis les détendit. « Au moins 1 mois que je n'ai pas pu faire ce geste. » La réalité était pire. Elle n'avait pu replier ses doigts en poing depuis avril ou mai, sans souffrir le martyre. « Ça alors ? Voilà pourquoi je me sens mieux. Si Nettie était là pour le voir, mon bonheur serait parfait. »
La porte du magasin s'ouvrit. « Voulez-vous aller voir ?» demanda Polly. « Je voudrais finir de coudre cette manche. »« Bien sûr !» Elle fit 3 pas et s'arrêta. « Nettie ne vous en voudrait pas, vous savez. »« Oui, je sais, » répondit-elle en acquiesçant gravement. Quand Rosalie fut partie s'occuper de la cliente, Polly porta la main à sa poitrine et effleura la forme, pas plus grosse qu'un gland, qui reposait entre ses seins sous son chandail. « Aska, quel nom merveilleux !» se dit-elle en lançant la machine à coudre et en manipulant le tissu sous le pied de biche argenté, le mouvement de l'aiguille brouillé par la vitesse. Elle se demanda vaguement combien M. Gaunt allait lui demander pour l'amulette. Il pouvait bien exiger ce qu'il voulait, ce ne serait jamais assez. Il ne faut surtout pas que je raisonne ainsi avant de marchander, mais c'est la simple vérité. Quoi qu'il demande, ce sera toujours une affaire.